Leganov, ça fait plus d'1 an, enfin 2 ans maintenant, que j'accompagne un certain nombre de cabinets, de réseaux sur toutes ces questions de transformation. Les interventions d'hier étaient marquantes. Je pense qu'elles vous ont ouvert un certain nombre de chakras. Je pense qu'il y a une prise de conscience générale autour de la puissance de calcul. Donc j'ai retravaillé un petit peu ma présentation par rapport, plutôt tout ce que je vais vous dire, par rapport à également ce qui s'est dit hier. Et pour vous montrer justement que l'humain, dans la prestation juridique, il est partout, et que finalement, il faut peut-être se poser et regarder toutes ces questions-là sous un autre angle. Et cet angle-là, je vais vous l'expliquer. Le premier point, c'est est-ce que finalement, on est dans une transformation et est-ce que la transformation est liée uniquement à la technologie? Moi, je suis convaincu qu'elle n'est pas seulement liée à la technologie, qu'elle est d'abord liée sur une évolution des comportements. Autrement dit, la technologie, c'est le support qui permet au comportement d'évoluer, et les deux sont intimement liés. Mais ce n'est pas la technologie intrinsèquement qui va changer les comportements. Une technologie, si personne l'adopte, elle ne vaut rien. D'accord ? Donc là-dessus, il y a toute une réflexion à engager, et je pense qu'il faut être focus là-dessus, avant d'être focus sur cette exponentielle que vous avez pu voir hier, et qui a été très très bien expliquée par Richard Susskind avec la loi Moore. Je pense qu'il faut également et d'abord regarder les attentes de vos clients et leur capacité à adopter une technologie, en tout cas pour s'approprier le droit en direct. Pour vous montrer que c'est d'abord une transformation d'un modèle économique, il y a eu tout un débat autour d'Uber, vous l'avez vu, je pense que 2016, ça a été l'année de l'uberisation, on l'a vu partout, auprès de toutes les bouches. Uber, c'est une révolution, comme Airbnb, c'est d'abord une révolution d'un modèle économique. Et cette révolution-là, elle repose sur une expérience client. D'accord ? Donc finalement, l'humain, aujourd'hui, elle va être dans l'expérience que vous allez proposer à votre client. Pourquoi j'apprécie Uber ? Parce que je n'ai pas à aller retirer du liquide à la fin de ma course, parce qu'on va me proposer une bouteille d'eau, parce que le chauffeur, je vais le commander, je vais être prévenu quand il est là, et à ce moment-là, je vais descendre. Pour cette somme de choses-là, je vis une expérience qui est positive, et c'est pour ça que je vais adopter Uber. En soi, la technologie, elle est très simple, c'est de la géolocalisation avec une appli de mise en relation. Technologiquement, c'est très très simple. Bon, premier point pour rappeler tout ça. Sur cette courbe-là, l'exponentielle que vous avez vue hier et qui peut être effrayante, quand on la voit comme ça, 2050, la puissance de calcul, c'est ce qu'on nous a dit, c'est ce que Richard Susskind disait hier, sera celle de l'humanité. Effectivement, c'est effrayant. Je pense que personne ici peut réussir à mesurer ce que ça peut être en termes de compétences, de potentiel. Enfin, peut-être que Joël de René pourra nous en dire plus, c'est un regard sur ça. En tout cas, je ne suis pas prospectiviste, mais moi, ça me semble complètement bouleversant. Effectivement, je pense que les comportements de vos consommateurs, de vos clients, des justiciables, vont pas suivre cette puissance de calcul-là, en tout cas dans le potentiel. Par contre, vous, en tant qu'avocat, en tant que conseil, vous avez un devoir presque de comprendre et d'adopter ces outils-là pour ensuite les mettre à disposition de vos clients. Donc là-dessus, effectivement, le client ne va peut-être pas l'adopter. Par contre, vous, en tant que conseil, vous allez devoir adopter ces outils-là pour monter en niveau dans le conseil ensuite que vous allez fournir à vos clients. Et puis après, dans toute cette transformation-là, il y a quelque chose qui me semble essentiel, que j'ai pas beaucoup entendu, encore une fois, peut-être que Joël de René va en parler après, mais qui me semble vraiment quelque chose de fondamental, c'est que la puissance de calcul, elle n'a pas de conscience. Alors, elle peut avoir une intuition, elle peut reproduire des ressentis, un certain nombre de choses, mais en soi, AlphaGo ne sait pas qu'il a gagné contre le meilleur joueur de Go. Et ça, c'est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas cette conscience-là. Et finalement, je pense qu'il faut repenser aujourd'hui vos prestations juridiques. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, Richard Susskind montrait une pyramide qui était inversée en disant finalement la valeur ajoutée. Vous n'allez pas pouvoir vous réfugier dans votre valeur ajoutée si la valeur ajoutée n'est que puissance de calcul. Puisque la puissance de calcul est exponentielle, vous ne pourrez pas gagner cette course-là, vous allez perdre comme le joueur de Go. Et comme vous allez perdre, finalement, ce qui va vous rester, c'est l'humain, c'est l'expérience que vous allez créer, c'est tout le reste. Donc en fait, je pense que la solution est peut-être à chercher ici, du côté de l'expérience. Donc vraiment, repensez, je pense que le schéma de réflexion que vous pouvez avoir aujourd'hui, c'est un schéma de réflexion autour de la prestation que j'ai, est-elle puissance de calcul ou est-elle relation client, empathie que je dois créer avec lui, écoute, capacité à... Parce que moi, j'ai une conscience que n'aura pas le robot, que n'aura pas l'algorithme. Moi, j'ai cette conscience-là et le client va venir me voir parce que je vais être capable de mesurer pleinement les conséquences de telle ou telle décision. Après, même si vous avez des robots qui vont vous permettre, en tant qu'avocat, de faire prendre les bonnes décisions à votre client. Mais je pense que le client, pour ce type de prestation-là, et on peut penser à toutes les prestations qui touchent aux relations familiales, divorce, etc. On peut penser à toutes les relations pénales. Et bien sûr, on peut penser à l'huissier de justice qui arrive dans un foyer ou dans une entreprise qui est en faillite ou qui rencontre des difficultés très graves, qui doit prendre un certain nombre de biens ou de choses. Mais là, l'humain, il est très très fort. Et il faut cette conscience-là, puisqu'il faut pouvoir mesurer pleinement
l'impact de telle ou telle décision qui peuvent être prises ou de telle ou telle sanction qui peuvent être faites. Alors, voilà, déjà pour moi, ma vision des choses et la manière dont je pense qu'il faut aujourd'hui réussir à réfléchir en tant que professionnel du droit face à cette transformation-là. Est-ce que la prestation que je délivre, elle est puissance de calcul? Ok, j'ai des algorithmes. Ok, mon client, demain, en tant que puissance de calcul, va peut-être pouvoir l'acheter en direct parce que finalement, il ne va pas chercher de l'empathie. Il veut chercher sa solution immédiate. J'ai un dégât des eaux, ben, je vais être remboursé tout de suite en tant que propriétaire. Et puis, je veux que ça aille vite. Donc, s'il y a une machine qui me permet de le faire, entre guillemets, je ne vais pas forcément avoir besoin d'aller voir un avocat si je dois aller au contentieux. Pas forcément utile, je n'ai pas d'affect dans ce genre de choses-là. Ma conscience ne rentre pas en jeu. Par contre, dès lors que je rentre dans ce que je vous disais, dans un divorce, dans des problématiques plus complexes, en tout cas plus humaines, ça peut être la faillite, ça peut être voilà, un certain nombre de choses. Et en fait, on est dans ce que Richard Susskind, et c'était très intéressant dans son intervention, disait hier, en fait, votre marché et votre périmètre concurrentiel, c'est le marché de l'incertitude. Et vos concurrents seront ceux qui vont être capables de traiter l'incertitude mieux que vous. Ça ne va pas forcément être les legal tech, vos concurrents, ça ne sera pas les experts comptables, même si je pense que le débat est dépassé maintenant avec l'Interpro. Ça ne sera pas un assureur, ça ne sera pas... Voilà. Vos concurrents ne sont pas forcément ceux que vous allez voir, c'est des personnes qui vont être capables de traiter les risques, de traiter l'incertitude, qui sont les raisons profondes pour lesquelles un de vos clients, et je pense que c'est le dénominateur commun qui fait qu'un client aujourd'hui a vraiment besoin d'aller voir son avocat, son huissier, en tout cas le professionnel de droit, c'est cette incertitude-là. C'est qu'il a une somme de doute et il vient voir le professionnel qui va être capable de mesurer cette somme de doute. Et quand je dis mesurer cette somme de doute, on n'est pas dans une puissance de calcul, on est vraiment dans une prise de conscience du problème du client. Et votre valeur, elle est là aujourd'hui. Alors, autour de l'incertitude, moi j'ai deux axes. J'ai un axe dans ce que je vais vous dire qui est autour de cette expérience client que vous devez construire finalement autour de l'incertitude. Et puis un deuxième axe qui est face à cette exponentialité des technologies, ben finalement quel rôle vous pouvez avoir. Et je vais même aller plus loin. Je pense que vous avez un rôle, mais vous avez également probablement un devoir par rapport à tout ça. Alors, expérience construite par rapport à l'incertitude. C'est ce que je vous disais, il y a des choses qui sont éminemment humaines, qui ne vont pas toucher à la puissance de calcul, et l'incertitude en fait partie. Et finalement, dans la démonstration et dans ce que j'essaye de vous transmettre là, ça passe par cette incertitude-là. Donc il faut être capable de créer une expérience originale par rapport à l'incertitude des clients que vous allez avoir. Alors cette incertitude, elle va être très différente. Si vous faites de la gestion des différends dans le cadre d'entreprise pour les relations sociales, ça ne sera absolument pas la même incertitude que dans le cadre du contentieux pénal, et tout dépend du contentieux pénal, si c'est du pénal des affaires ou du pénal d'un voleur récidiviste. Enfin, voilà, on est sur des problématiques qui sont systématiquement très différentes. Donc votre approche et l'expérience que vous allez construire pour votre client, elle doit s'adapter en fonction de la cible que vous allez avoir. Alors, on se rend compte que dans la construction d'une expérience, les prestations qui ont le plus de valeur ajoutée, qui auront le plus de valeur ajoutée, vont être celles dans lesquelles il y a le plus d'humains. C'était les exemples que je vous prenais en introduction. Et finalement, toutes les prestations à forte valeur ajoutée, même si c'est effectivement ce que vous aimez faire dans votre métier, réfléchissez en termes de produits, algorithmes qui vont vous permettre de le résoudre plus vite. D'accord ? Donc là-dessus, il y a ce regard-là à penser. Et cette expérience que vous allez construire pour votre client, ayez bien ça en tête. Ensuite, désolé, je me perds un tout petit peu, il y a une infinité d'expériences à créer. Donc c'est ce que je vous disais en fonction de ce que vous avez à faire. Et ces expériences, elles sont de deux ordres. Elles sont côté front office, dans ce que vous allez vendre à votre client. Quelle stratégie ? Et là, je vais vous prendre un exemple concret que je connais très bien. J'ai accompagné un cabinet d'avocats qui a lancé une offre qui s'appelle Jurismatic, c'est le cabinet 134, je cite. Il ne fait pas partie du réseau Juris, désolé. Qui a décidé, qui s'est dit, OK, finalement, notre valeur, elle n'est plus dans l'acte qu'on produit, elle est dans la manière dont on va donner cet acte à notre client. Et puisqu'elle n'est plus dans l'acte, pourquoi continuer à cacher nos actes ? Donc on va créer un concept qui s'appelle Jurismatic et qui va fournir tous les pactes d'associés, tous les statuts d'entreprise, tous les contrats de propriété intellectuelle qui peuvent s'y rattacher. On va les mettre en open access et chacun peut aller les télécharger moyennant une adresse mail. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Et là, on se rend compte qu'il y a une révolution dans la manière de vendre le droit. C'est un exemple, mais il y a des tas d'autres exemples à construire et qui vont être à construire en fonction de vos cabinets et des puissances technologiques. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont eu 5000 téléchargements en l'espace d'un mois. Autrement dit, c'est 5000 personnes qui, en téléchargeant le document, ont témoigné d'un intérêt. Et surtout, ces 5000 personnes qui ont repris possession du droit. Donc cette impression de reprendre possession du droit, en termes d'expérience, elle est extrêmement forte.
c'est moi en tant qu'entrepreneur, c'est plus l'avocat sur son piédestal ou l'huissier, en tout cas l'impression que je peux en avoir, le sachant qui vient me dire ce que je dois faire. Non, c'est moi qui ai l'impression de faire mon document. Et là, ils se tapent dans le mur puisque finalement, ils commencent à lire le contrat et ils ne comprennent rien. Ils prennent leur téléphone, ils appellent l'avocat ou le cabinet d'avocat en question. Ça leur a généré une quantité de leads monstrueuse et ça a été un vrai carton. Donc ça, c'est pour vous montrer un exemple d'expérience qu'on vit. C'est une expérience qui tourne finalement autour de quoi? Alors, leur cible, c'est des entrepreneurs, c'est des start-upers qui ont une volonté de contrôler les choses, de prendre possession d'eux. Je pense que c'est une des caractéristiques psychologiques de l'entrepreneur. Et donc, on leur a dit, très bien, vous allez reprendre possession du droit. C'est votre structure coût la plus importante sur la création de société, reprenez contrôle d'eux. Ils reprennent contrôle d'eux, ils se rendent compte qu'ils ne comprennent pas. On fait naître des incertitudes à la lecture du document. Et en faisant naître ces incertitudes, ils se disent, bon voilà, il faut que j'appelle un professionnel parce que c'est indispensable. Et j'en ai besoin, et j'ai besoin d'être assuré parce que mon associé que je veux intégrer, ok, on s'entend bien, mais je sens déjà que peut-être après, on ne va pas être d'accord sur tel ou tel aspect, donc il faut déjà anticiper un certain nombre de choses. Et deuxième exemple, enfin, c'est pas un exemple, c'est deuxième chose à penser, d'accord, donc le front, un certain nombre d'expériences à construire autour du front office, et après, c'est le back office. Il y a un article qui vient de passer dans French Web Magazine, c'est une newsletter de l'actualité de tout le monde des startups, et qui dit pour tous ceux qui n'ont pas commencé leur transformation digitale, ne faites pas l'erreur qu'ont fait tous les autres en commençant par le front office, réfléchissez déjà à votre back office. Et la révolution digitale, elle va aussi passer par le back office. Et en fait, c'est ce que je vous disais, c'est tous les outils que vous allez devoir adopter ou développer et qui vont vous permettre d'être un avocat augmenté, pour reprendre ce que disait Benjamin. Autrement dit, avocat augmenté, c'est quoi? C'est d'avoir un certain nombre d'outils d'aide à la décision, puisque votre valeur, elle va être là aussi par rapport au client, qui vont vous permettre d'avoir des décisions encore plus éclairées pour le client. Mais c'est encore une fois une question de conscience, puisque finalement, ces outils-là vont vous permettre de dépasser, d'avoir conscience de choses et de prendre des décisions grâce à aussi à une puissance de calcul et de voir des choses que vous n'auriez pas vues forcément en temps normal. Donc ça va augmenter vos champs de conscience. Donc encore une fois, vous, en tant qu'avocat homme, mais avocat conseil pour votre client, vous allez pouvoir vous dépasser. Donc l'humain, il est également dans l'outil, dans la puissance que l'outil va pouvoir vous donner pour l'être encore plus. Et puis après, donc ça, c'est sur les modèles et sur la manière dont vous devez réfléchir et à quel niveau se situe l'humain, en front, en back, et c'est un exemple d'expérience. Cette expérience-là, avec la loi Macron, vous allez aussi pouvoir la développer de plein de manières différentes. Et on s'en rend compte pourquoi? Parce que vous allez pouvoir travailler ensemble, donc penser des offres de services ensemble, mais aussi vous allez pouvoir développer de la verticalité, mais au-delà. C'est-à-dire que vous faites du divorce et vous voulez mettre en place un logiciel de garde alternée, finalement, vous pouvez, dans une structure autre, et en vous associant avec les différents acteurs qui vont vous permettre de le faire. Et puis, vous pourrez greffer des devoirs pour les enfants. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez avoir une vision sur la gestion du divorce. Cette vision-là, vous allez la partager à votre client. Cette vision-là, elle va se retranscrire sous forme de certaines choses d'un point de vue juridique. Mais surtout, vous allez pouvoir, cette expérience-là, la nourrir de plein d'autres choses, avec des partenaires, autres professions réglementées, mais également en créant des sociétés qui vont pouvoir nourrir cette expérience-là et nourrir la vision que vous voulez partager avec votre client. Et ensuite, donc, voilà pour l'expérience à construire. Comprenez bien que vous avez des tas d'outils à votre disposition et qu'il faut vraiment réfléchir en expérience. C'est vraiment ce que je veux vous transmettre. Et après, prendre le contrôle. Donc là, on rebascule sur tout ce qui a pu vous faire peur hier, et c'est vrai qu'il est très impressionnant quand on le mesure avec des slides en nous montrant que finalement, si on plie une carte de crédit 42 fois, on arrive sur la Lune. Ouais, c'est vrai que ça fait peur. Et quand on mesure à ce moment-là la puissance de l'exponentielle, c'est assez effrayant. Finalement, par rapport à ça et à cette vitesse-là, vous devez bien sûr suivre le comportement de vos clients dans la création de l'expérience, mais vous devez aussi être acteur de cette exponentielle technologique-là. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. C'est un avis, c'est mon intuition et c'est ce que j'ai envie de vous conseiller. Et pour ça, et pourquoi il faut suivre cet algorithme-là, c'est que si demain, personne d'autre le fait, vous allez perdre le contrôle. Et si vous perdez le contrôle, vous allez perdre également des fondamentaux qui permettent aujourd'hui de protéger le justiciable. Donc vous devez continuer à être capable de comprendre à minima la machine. Alors effectivement, et c'est assez intéressant, on se rend compte que la machine, alors je ne sais pas si c'est une déduction ou une intuition, mais elle est capable de prendre des décisions qui sont les bonnes et qu'on est incapable d'expliquer. Mais comment on arrive à avoir des garde-fous aussi par rapport à ça pour s'assurer qu'on est bien dans la bonne décision et qu'on n'est pas finalement dépassé complètement par cette vitesse de calcul dans ce qui est fourni. Et donc par rapport à ça, deux choses, vraiment ce devoir de vigilance. Il faut être capable de comprendre cette solution donnée, de comprendre la machine et de ne pas perdre ce contrôle. Et il faut également, et donc la finalité de ça, c'est derrière de rester connecté aussi
aux justiciables et aux fondamentaux de votre profession. Et puis après, il y a un devoir d'engagement. Et là, je pense qu'aujourd'hui, en tant que réseau Eurojuris, vous êtes nombreux, vous partagez une vision qui est moderne de vos professions. Et vous avez une force du collectif qui est une opportunité, une aubaine formidable. Et profitez-en pour vous engager, parce que tous ensemble, vous avez les moyens de vous engager dans cette transformation-là. Vous avez les moyens d'être les futurs concepteurs, ou en tout cas les co-concepteurs des outils qui vont transformer votre profession et qui vont vous permettre également de rester dans la course et de ne pas laisser ça à d'autres industries de la certitude ou à des ingénieurs qui, eux, vont être capables de la traiter. Co-construisez avec eux, gardez le contrôle pour aussi assurer un socle minimum de valeur à vos justiciables, un minimum de garde-fous qui vont vous permettre d'assurer qu'à un moment donné, ces données-là ne passent pas d'un côté obscur de la force. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. C'est peut-être naïf, mais c'est vraiment ce que je pense. Donc voilà, je ne reviens pas sur le professionnel éclairé, mais voilà, cette finalité, c'est qu'avec le collectif, vous deveniez des avocats augmentés, des avocats éclairés, capables de construire une expérience qui finalement va bien au-delà du texte juridique et de son analyse, mais qui est une expérience globale, qui est une expérience qui va donner envie d'aller voir son avocat en tant que justiciable quand on a un problème, ce qui n'est pas forcément évident aujourd'hui, ou son huissier. Et qui va vous permettre de construire de l'empathie. Et après, tous les outils derrière en termes de puissance de calcul, qui même pour des prestations à plus forte valeur ajoutée, vont vous permettre de prendre les bonnes décisions. Voilà, je ne sais pas, j'ai peut-être été un petit peu confus, j'espère que ça a été clair quand même. Merci beaucoup. Merci Alexis. Quelques questions, très rapidement, parce qu'on est un petit peu dépassé le temps. Avez-vous quelques questions pour Alexis, qui quotidiennement intervient dans vos cabinets? En tout cas, il est d'un des conseils d'Eurojuris habituels. Lui aussi fait partie de ceux que le bureau écoute régulièrement pour les prochaines tendances. Vous le verrez dans le réseau Eurojuris dans les prochains mois également. Enfin, on a une collaboration qui est fructueuse ensemble. Moi, j'ai envie de te poser la même question que celle que j'ai posée à beaucoup de nos autres intervenants. Quand tu vois un cabinet lambda, type qui vient te voir, c'est quoi souvent la première action que tu lui proposes de mener, la première étape, le next step, pour aller vers la digitalisation, souvent, en synthétisant? Il y en a deux. La première, c'est de penser son offre de service. Aujourd'hui, la plupart des cabinets des études, en fait, n'ont rien de structuré à vendre. Donc la première chose, c'est de structurer votre service et d'être capable de l'expliquer de façon structurée à votre client. Et la deuxième chose, donc, c'est avoir quelque chose à vendre, finalement. Si vous n'avez rien à vendre, ça sera compliqué de faire de la croissance. Et la deuxième chose, c'est, alors, dans la construction de la prestation, il y a pareil, ce qui se voit en front, ce qui se voit en back. C'est-à-dire ce qui se voit en front, ce que je vais montrer à mon client pour vendre la prestation, et les canaux ensuite que je vais développer, et ce qui se voit en back, c'est-à-dire avec quel outil je vais pouvoir construire à moindre coût le résultat, la solution que je vais délivrer à mon client. Et donc, du coup, le deuxième axe, c'est de repenser ces communautés prospects-clients. Et ça rejoint complètement l'intervention de Stéphane Gadi ce matin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la donnée, c'est le pétrole d'aujourd'hui, et c'est absolument vrai. Et quand on veut vendre quelque chose, c'est de la donnée client et prospect. Donc c'est comment finalement je vais réussir à me rapprocher de mes clients prospects. Avec le digital, c'est d'ailleurs très intéressant en termes d'analyse. Le digital, c'est vraiment la continuité de soi humain sur Internet, d'accord ? Et quand on veut vendre quelque chose, ça ne sert à rien de faire énormément de bruit et de générer des tas de points de contact si on est à côté, ou si ce point de contact-là que vous allez générer sur un prospect ne peut pas créer un lien. Un lien, c'est une réponse, c'est un début d'échange. Et donc l'idée, c'est, on reconstruit ses bases et ensuite on travaille les leviers qui vont permettre d'appeler une réponse et qui vont permettre de créer ce lien qui est un lien humain, qui n'est pas un lien robot, même si effectivement on peut tester des bots qui sont hyper puissants et qui nous font penser qu'on a un humain derrière. Ça sera sûrement d'ailleurs un des sujets de cette année et de l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, il y a comment on arrive à créer un lien, comment on arrive à créer un début de relation. Merci Alexis.